Depuis 20 ans, la France s'est désintéressée de son industrie. Elle a cru dans une société post-industrielle fondée sur l'immatériel, les services et la finance. Une indifférence qui l'a laissé subir la mondialisation au lieu de l'affronter. L'erreur a été d'autant plus grave que notre modèle de croissance économique a été basé sur la consommation. Cela nous a poussés à importer toujours davantage. Déclin de l'industrie, hausse des importations, le solde de la balance commerciale n'a cessé de se dégrader depuis 10 ans. Le déficit pourrait atteindre 70 milliards d'euros en 2011, alors que la balance était équilibrée jusqu'à 2004. Mais comment exporter quand on a négligé son tissu d'entreprise industrielle? Comment relancer son industrie, durement touchée par la crise, alors que depuis 30 ans, les gouvernements successifs ont d'abord parié sur la libéralisation des marchés? Comment revenir à un impératif industriel national alors que l'idée même de politique industrielle a été sacrifiée au nom de la libéralisation des marchés et de la politique européenne? Sur ce point, il faut d'ailleurs bien constater qu'il n'y a pas de véritable politique industrielle européenne. C'est dans ce contexte que le Sénat vient de publier un très complet rapport d'information intitulé « Réindustrialisons nos territoires ». Xerfi Canal a invité son rapporteur, Alain Chatillon. Alain Chatillon, bonjour. Bonjour. Alain Chatillon, vous êtes sénateur UMP de la Haute-Garonne et plus précisément vice-président du Parti radical valoisien. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'avant d'entrer au Sénat, vous avez été un industriel. Vous avez même été un fondateur d'entreprise, fondateur et pendant 30 ans le PDG de l'entreprise que vous aviez fondée, Nutrition et Santé, un groupe spécialisé dans la nutrition diététique. Alors, nous allons parler d'industrie, un domaine que vous connaissez bien. Le constat que vous faites dans ce rapport, c'est la désindustrialisation de la France qui s'est accélérée depuis 10 ans. Comment expliquer cette désindustrialisation? Quand on regarde les chiffres, c'est un peu effrayant. Je crois que le public et le monde politique aussi n'en a pas très bien conscience. Au pire de la crise, nous étions retombés en termes de production industrielle au niveau de 1993. Et aujourd'hui, malgré une légère remontée, nous n'avons retrouvé que le niveau de 1998. Comment expliquer cette chute de l'industrie en France? Mais d'abord, je vois que vous êtes bien renseigné et je vous en remercie. C'est rare de trouver sur un plateau des gens qui connaissent le monde industriel. Prenons les choses par leur début. Le Sénat a souhaité apporter sa contribution en faisant un bilan de ce qui s'est passé sur un certain nombre d'années, et c'est le Parti socialiste qui, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, a décidé de créer donc une mission sur la désindustrialisation du pays. Cette mission, composée de 24 membres, s'est réunie et a travaillé pendant une année. Un travail important avec des auditions, avec des visites sur place, avec des visites à l'étranger pour aller constater ce qui se passait non seulement en France, mais aussi chez nos partenaires. Vous êtes allé en Allemagne, par exemple? On était en Allemagne, on était en Italie, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait autour de nous. Et cette mission s'est clôturée sur un vote du rapport, et donc là, nous sommes un petit peu affrontés avec le président de la mission. Je l'ai emporté par 14 voix contre 9. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'était de savoir, est-ce qu'on a bien analysé, non pas seulement les problèmes de désindustrialisation, mais est-ce qu'on a tiré les conclusions pour, comme vous l'avez dit judicieusement, réindustrialiser notre pays. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Depuis 1980, on a perdu 1 900 000 emplois, sans que personne n'en parle, ce qui est quand même extraordinaire. 1 900 000 emplois perdus. Depuis 10 ans, nous avons perdu en moyenne 71 000 emplois par an, 710 000 emplois. La part dans la valeur ajoutée de l'industrie, la valeur ajoutée du pays, est passée de 24% à 14%. Regardons ce qui se passe autour. Oui, parce que quand on parle de la perte de production industrielle, on oublie de dire qu'il y a aussi perte de valeur ajoutée. Perte de valeur ajoutée, on a perdu 10 points de valeur ajoutée. Et quand on regarde les pays voisins, l'Allemagne est passée de 23% à 30%. L'Italie est passée de 18 à 23. Donc il n'y a pas de fatalité de la désindustrialisation. Il n'y a pas de fatalité. Il y a surtout une espèce d'incompréhension dans ce pays. Et donc il faut remonter un petit peu aux origines. Est-ce que nous avons, nous, dans ce pays, d'abord, intégré l'industrie? Est-ce que la culture industrielle fait partie des préoccupations des Français? Je ne le pense pas. C'est malheureux, c'est comme ça.
On a eu pourtant à une époque ce qu'on a appelé le colbertisme high-tech, les grands plans de développement des télécoms, de l'aéronautique. Vous avez raison, mais ça a été une impulsion de l'État dans les années 60. Une impulsion de l'État. Et depuis, je n'ai pas vu d'impulsion de l'État, quels que soient les gouvernements. Oui, mais pourquoi l'État s'est-il désintéressé de l'industrie à ce point-là? Est-ce qu'on a vu beaucoup d'industriels dans un gouvernement français depuis 1960? On a vu Monory, mais en dehors de ça, citez-moi d'autres. Je n'en ai pas vu beaucoup en ce qui me concerne. On a la chance dans ce pays d'avoir des qualités au niveau humain dans le domaine des finances, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture. Aux États-Unis, en Allemagne, on voit fréquemment des gens du domaine prendre des ministères. Ce n'est pas le cas de la France. En France, obligation, les NA. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des qualités, ils en ont sûrement. Il y a pourtant eu des énarques chefs d'entreprise. Il y en a eu, mais ça n'a pas été forcément les meilleurs. Mais constatons surtout ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, 80% des chefs d'entreprise sortent de la filière technique. Or, aujourd'hui, sortir de la filière technique pour une famille, pour un gosse qui est là, qui passe du classique au technique, c'est une catastrophe. En tant que maire, à partir du mois de mai, je reçois des familles venant me voir. Monsieur le maire, est-ce que vous ne pourriez pas demander au proviseur de garder mon fils, le faire redoubler? Vous vous rendez compte, il faut qu'il passe aux techniques. C'est une chance. On manque aujourd'hui d'ingénieurs dans ce pays. Donc désintérêt du politique, manque d'ingénieurs, peut-être l'élite qui s'intéresse davantage à la finance et à l'administration qu'à l'entreprise. Oui, et puis c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'accompagnement des jeunes, est-ce que le monde de l'éducation aujourd'hui est prêt à assumer l'industrie? Est-ce que l'industrie fait un pas pour prendre des jeunes en contrat par alternance? Moi, je souhaiterais que dans le cadre de la loi, il soit prévu que les entreprises, en fonction du nombre de salariés, aient l'obligation de prendre des jeunes en alternance. Les jeunes en alternance, c'est finalement quoi? C'est la formation professionnelle que l'on avait il y a 40 ans, 50 ans dans l'artisanat. Mais faut-il pas traduire cela dans le monde industriel pour permettre à des jeunes de comprendre l'entreprise, de s'y assimiler et de s'y intégrer? Et je crois que ça, c'est un élément fort. Il faut prioritairement que le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise se parlent et que l'on accepte notre industrie. C'est vrai qu'il y a eu des bassins industriels dans ce pays, dans le nord, dans l'est, dans le centre-est, mais on a été un pays agricole, essentiellement agricole. On n'a pas, comme l'Allemagne, eu l'obligation de faire de l'industrie. Et bien là, maintenant, il faut changer la donne et il faut véritablement Mais ce déficit du commerce extérieur que j'évoquais tout à l'heure, c'est une contrainte absolue aujourd'hui. Il nous faut bien rééquilibrer nos comptes extérieurs. Et on ne peut rééquilibrer les comptes extérieurs qu'avec de l'exportation industrielle. Oui, alors l'exportation ou surtout l'internationalisation. L'exportation, c'est bien pour les matières premières. Ce qu'il faut maintenant aujourd'hui, si on veut faire de la valeur ajoutée, on y viendra tout à l'heure, c'est véritablement internationaliser nos activités. 150 milliards d'excédents de la balance commerciale allemande, 50 milliards aujourd'hui de déficit de la balance commerciale française. La prévision, c'est 70 pour cette année. Oui, alors je raisonne sur le chiffre 2010, c'est 51 milliards exactement pour la France, 152 milliards d'excédents pour l'Allemagne et 52 milliards de déficit pour la France. Donc là, on le voit, il y a des mesures à prendre. Alors, ces mesures à prendre, c'est quoi? C'est d'abord de retourner sur nos basiques. C'est-à-dire, ces basiques, c'est réintégrer les entreprises et leurs territoires. Je pense aux produits à forte valeur ajoutée qui existent dans nos pays. Prenez la région Midi-Pyrénées. Nous avons avec les fromages, avec le roquefort notamment, avec les foie gras, des produits à forte identité. Est-ce qu'on sait bien les internationaliser, ces produits? Je ne le pense pas. Est-ce que Alors on nous dit souvent qu'il y a un problème de taille, qu'on manque en France de taille, d'entreprises qui ont la capacité d'exporter, d'entreprises de taille intermédiaire. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France, une fois de plus, la moyenne entreprise allemande fait 4 fois le chiffre d'affaires de la moyenne entreprise française. Et surtout, ce que l'on peut constater dans les comptes, c'est qu'il y a 3 points de plus de valeur ajoutée à l'entreprise allemande. Ce que je dis valeur ajoutée, c'est de capacité d'autofinancement supplémentaire. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le souci des Allemands d'améliorer leur compétitivité en permanence, par la volonté des syndicats de jouer d'abord le rôle de l'entreprise avant de jouer le rôle du salarié. Quand vous regardez les chiffres, vous apercevez qu'entre l'Allemagne et la France, si nous arrivons à 33 € moyen de l'heure en France et en Allemagne, je rappelle que l'écart, la Cour nationale des comptes l'a mis dans son rapport, l'écart s'est vraiment amoindri. Nous avions un avantage compétitif. Au même prix, on avait un avantage. On était entre 26 et 33, et les Allemands étaient entre 30 et 33.
Aujourd'hui, on est à 33 en moyenne. Mais le différentiel... Donc le problème, ce n'est pas le coût du travail. Non, ce n'est pas le coût du travail, c'est le coût des charges patronales. 29% en France, en Allemagne, 43% en France. Alors, quand mes collègues socialistes me disaient qu'il fallait réinventer une sécurité sociale professionnelle, je dis commençons d'abord par balayer devant notre porte. Comment se fait-il que les Allemands, avec 29% de charges sociales, aient une meilleure couverture que nous, avec 43%? Il y a un problème. Commençons par analyser ce problème, essayons de faire en sorte que les entreprises puissent récupérer 2, 3, 4 points sur ces charges sociales de façon intelligente, sans pénaliser le salarié, bien entendu. Mais je suis persuadé qu'il y a une petite révolution culturelle à faire pour que les charges sociales qu'assument les entreprises aujourd'hui soient mieux gérées. Alors, on entend sans arrêt que le grand responsable de la perte industrielle en France, c'est la mondialisation. Mais vous semblez dire dans votre rapport que la mondialisation, ce n'est pas un obstacle insurmontable, que nous avons des atouts face à la mondialisation. Alors, regardons ce qu'ont fait nos concurrents. Quand j'étais chef d'entreprise, c'est ce que je regardais toujours. Comment peut-on être meilleur que son concurrent? Regardez ce qu'ont fait les Japonais avec le MITI japonais. Regardez ce qu'ont fait les Italiens avec les districts à l'italienne. Regardez ce que font les Allemands avec les Landers et l'appui qu'ils donnent. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Les banques locales appuient les entreprises. Au niveau des régions? Au niveau des régions, oui. Au niveau des petites régions, on fait des Landers. Que font les banques françaises? Avant d'avoir un dossier, il faut d'abord le passer par le local, le régional, le national, attendre le retour. Combien faut-il de temps pour créer une entreprise dans ce pays? On était à 6 mois, on est passé à 4 mois. Il faut 3 jours aux États-Unis, il faut une semaine en Allemagne. Ça, c'est quand même beaucoup simplifié en France. Non, le guichet unique n'existe toujours pas. Le guichet unique, c'est la capacité d'accompagner les entreprises avec l'ensemble des structures, aide européenne, aide française, aide régionale, etc. La création d'entreprises. La création d'entreprises, une étude a été faite par un gros cabinet américain il y a un an et demi sur 4000 jeunes américains, 4000 jeunes d'Europe du Nord, 4000 jeunes français. Sur ces 4000 jeunes sortis des grandes écoles, alors en France, HEC, SEC, Subdeco et les grandes filières universitaires. Même chose aux États-Unis, même chose en Europe du Nord. 83% aux États-Unis veulent créer leur entreprise. Alors 78%. Justement, sur ce plan-là, en France, on a des grandes multinationales. Oui. On est même plutôt bien doté en multinationales. On manque de PME et d'entreprises de taille intermédiaire et on manque de fondateurs d'entreprises. Comment vous expliquez cela? Écoutez, en France, donc pour terminer ce que je vous indiquais, 23% seulement des jeunes veulent créer leur entreprise. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à mon sens, on enseigne le droit négatif dans ce pays par rapport au droit positif. Dès l'instant où un jeune a fait 4 ans, 5 ans, 6 ans d'études dans un cursus universitaire orienté vers le monde de l'entreprise, on lui a dit tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, il voit la télévision tous les soirs, des catastrophes, les patrons ils n'ont pas le choix, ou s'ils réussissent, ils sont limites, ils sont un peu bandits, s'ils perdent, c'était prévu, c'est des imbéciles, ils n'ont pas le choix. Donc ce que je crois aujourd'hui, il faut redonner l'image aux entreprises. C'est vrai qu'un certain nombre de patrons voyous ne nous ont pas aidés, mais ne considérons pas les 3, 4 ou 5 patrons voyous. Donc ça, c'est une priorité, redorer le blason des entreprises. Deuxièmement, et de l'esprit d'entreprise. Rétablir la relation entre le monde de l'éducation pour que les enseignants eux-mêmes viennent dans le monde de l'entreprise, se rendent compte, et qu'on arrête dans ce pays de faire des classes, des castes séparées en disant il y a les chefs d'un côté. C'est pas ça. Une entreprise, c'est une équipe, comme une équipe de rugby, comme une équipe de football, et il y a un capitaine, et ce capitaine, s'il ne fait pas son travail, il faut le lui dire. Je crois qu'il faut, là aussi, au niveau de l'entreprise, rétablir un petit peu, rééquilibrer les choses et faire en sorte que les salariés puissent encore mieux s'exprimer, encore mieux intégrer les jeunes et encore mieux comprendre les problématiques d'internationalisation. Pour revenir sur votre question de tout à l'heure, comment on peut mieux internationaliser? Je vous faisais la comparaison avec les Japonais, les Allemands, les Italiens. Quelle est la différence aujourd'hui entre les Allemands qui vont à la conquête de tous les pays de l'Est et la France? Ils ont 1, 2, 3 navires amirals par fonction qui traînent des PME sous-traitantes. C'est ce que fait en France Airbus, avec les 350 PME derrière lui accrochés pour la conquête des marchés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ça? Là, vous voulez dire qu'il y a un problème de relation entre les grandes entreprises et les PME. Premier point. Deuxième point, est-ce que nos attachés d'ambassade, là je vais mettre un pavé dans la mare, mais est-ce
ils sont vraiment taillés pour accompagner les entreprises et à ce qu'on ait mis des bonnes structures. Moi, je serais d'accord pour que... Mais revenons juste un instant sur ce problème de coopération entre les grands groupes et les PME. Je crois qu'il y a eu des rapports, d'ailleurs c'est cité dans le rapport du Sénat, ces difficultés de relations très françaises entre les grands groupes et les PME, qui expliquent peut-être aussi le problème de rentabilité des PME. C'est l'individualisme des chefs d'entreprise français. C'est le problème qu'il faudra aujourd'hui dans nos métiers travailler en filière. Aujourd'hui, prenez le problème de l'agroalimentaire. 2 constats sur l'agroalimentaire. Ça n'est plus de savoir comment on va valoriser telle ou telle production. C'est de savoir quels sont les besoins et les attentes du consommateur à 5, 10 ans, 20 ans, pays par pays. C'est de décliner professionnellement avec un panel d'entreprises clusterisées et de voir comment ensuite on peut se retourner vers le monde de l'agriculture. Autre exemple, le SIAL. Mais dans ces filières, puisque vous connaissez bien le domaine de l'agroalimentaire, tout au long de la filière, on est parcouru de rapports de force de l'agriculture jusqu'à la grande distribution. C'est vrai. Et des conflits permanents. Des conflits permanents, d'autant plus que nationalement, nous ne favorisons pas forcément nos entreprises dans le cadre de leur développement à l'international. Je prends un exemple concret, le Salon international de l'alimentation, qui était une chose extraordinaire dans les années 60. Aujourd'hui, c'est quoi? Il y a 5 distributeurs qui représentent 85% de la distribution française. Le SIAL qui est à Villepinte tous les 2 ans, c'est pas pour les entreprises françaises, c'est pour les entreprises étrangères. On favorise le développement avec des moyens français, on favorise nos entreprises concurrentes à venir lancer leurs produits en France. Pensez pas qu'aujourd'hui on pourrait se poser la question depuis 20 ans que le SIAL, il fallait le faire à Moscou, à Chicago, à New York ou au Brésil pour être vraiment le fer de lance. Est-ce que la grande distribution française, qui disait être la meilleure du monde, ne pouvait pas être le fer de lance de nos produits agroalimentaires à l'international, quand elle va s'installer au Brésil, quand elle va au Japon, quand elle va en Chine? C'était ça, cette coopération dont vous parlez. Mais cette grande distribution a été favorisée par tous les gouvernements successifs, pour favoriser le consommateur. Pour différentes raisons. Peut-être au détriment, pas forcément des industriels. Pas forcément que le consommateur, mais quelquefois aussi les partis politiques. Ah, là, je n'ai pas d'informations sur ce plan-là. Voilà. Mais là, c'est l'industriel qui parle, bien entendu. Un des thèmes sur lequel vous insistez, c'est qu'il faut reconstruire ce socle industriel. Alors, ce socle industriel français, comment le reconstruire? Est-ce qu'il faut partir, comme on l'a fait autrefois, par des champions nationaux, des grands champions nationaux? Alors, je crois à 2 actions. Il y a une action sur les métiers stratégiques, l'énergie notamment, nous en parlerons sûrement tout à l'heure, sur l'aéronautique, les grands dossiers, où là, la présence de l'État, mais aussi de l'Europe, doit être beaucoup plus prégnante qu'elle n'est aujourd'hui. Deuxièmement, c'est au niveau local, au niveau régional, reconstituer les filières. Prenez le textile, sur les grandes régions textiles de France, mais aussi dans des domaines particuliers, la petite mécanique. On a abandonné complètement la petite mécanique. Textile. Oui. Le textile a été beaucoup décimé en France dans les années 90, après les dévaluations compétitives de l'Italie et de l'Espagne. Donc, le tissu industriel a très largement disparu, sauf dans quelques niches. Comment reconstituer un tissu industriel quand les industriels ont disparu? Par l'innovation et la recherche-développement. Qu'est-ce qui va faire la recréation d'entreprises ou le développement des entreprises existantes? Ne nous y trompons pas, c'est la recherche, développement et l'innovation, et c'est là que les pôles de compétitivité sont un élément déterminant à avoir. Le textile, justement. Le textile a été balayé en France, le textile cuir a été balayé en France, et il survit assez bien en Italie. Oui. Comment expliquer cette différence? Écoutez, moi je suis dans une région de textile à l'origine, avec Lavelanet, Mazamet, Groyer, Castres, 25 000 emplois détruits en pas loin de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? 70% du prix du produit fini, c'était la main-d'œuvre. Il n'y a plus de valeur ajoutée. Donc il y a eu un manque de vision peut-être des chefs d'entreprise sur la valeur ajoutée et l'innovation. Prenez aujourd'hui les entreprises qui se développent en Suisse, en Allemagne, en Italie. C'est quoi? C'est les textiles, notamment dans le domaine du sport ou dans le domaine de la vie quotidienne. Des produits qui permettent de respirer, hein, qui protègent du froid et qui en même temps, regardez tous les produits techniques qui ont été faits dans ce domaine. Savez-vous quel est le secteur où l'innovation a été la plus forte en France en 2009 et 2010? C'est l'innovation dans le domaine textile, où actuellement on est en train d'innover des produits remarquables. Techniques. Et là, on va reconstruire. Prenez les pôles de compétitivité, c'est quoi? C'est le rapprochement entre le monde universitaire, le monde de la recherche publique et privée, et le monde des entreprises. Je reviens à l'agroalimentaire.
regardons où là on a perdu beaucoup de points depuis un certain nombre d'années face à nos concurrents, eh bien, et notamment face à l'Allemagne. Et face à l'Allemagne, regardons comment reconstruire avec des produits à forte innovation. Et je pense que, alors, soit des produits à forte identité, soit des produits à forte innovation, soit des produits parce que nous avons une matière première qui n'est pas fabriquée ailleurs et que l'on peut exporter. Donc le label France, très lié au territoire, joue un rôle majeur dans ce domaine. Oui, le label France aura ses limites. Il l'a sur un certain nombre de produits. Pensons quand même à l'identité des marques et regardez dans un certain nombre de domaines les réussites à l'international. L'image France, prenez l'image France dans le domaine du parfum, dans le domaine des produits de beauté. Prenez l'image France au niveau même des territoires. Regardez la réussite d'une entreprise qui est assez frappante sur tous les pays du sud-est asiatique, l'Occitane. L'Occitane, produit de cosmétiques. Voilà une affaire qui en 1997 était en grande difficulté, reprise par un Autrichien, Geiger, que je connais bien, et qui a développé des magasins. Aujourd'hui, c'est 90 magasins ouverts sur l'Asie du Sud-Est, aujourd'hui classés à la bourse de Hong Kong, et qui a un développement fantastique. Il a eu l'intelligence de mettre l'Occitane en Provence. Le mot Provence est porteur d'espoir, de développement. Donc il n'y a pas que de l'innovation produit, il y a aussi de l'innovation marketing, il y a de l'innovation d'emballage. Il n'y a pas que la haute technologie finalement pour être compétitif. Écoutez, regardez le problème des compotes. Les compotes, il y a 20 ans, se vendaient dans des pots métalliques de 5-10 kilos. Une marque française, Andros, a lancé des compotes fraîches en pot type yaourt. 8500 tonnes de plus dès la deuxième année. Donc il y a des innovations marketing, il y a des innovations de développement, il y a l'internationalisation des activités. Je ne pense pas que nous puissions, pour l'industrie française, continuer à vendre des produits semi-finis ou des produits finis comme ça. Il faut que les entreprises s'installent sur place dans les pays, comprennent la situation des consommateurs, quels qu'ils soient, domaine de l'agroalimentaire, domaine de l'industrie, peu importe, de faire du B2B, mais qu'il y ait véritablement une implantation. S'il n'y a pas d'implantation, ce seront des opérations coup de poing, et on sait que ces opérations coup de poing, c'est pas sur de la valeur ajoutée, et c'est pas sur le suivi à long terme. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu, on a évoqué brièvement l'énergie, je voudrais qu'on insiste un petit peu là-dessus. En France, on a un prix de production de l'électricité qui est plutôt favorable. L'Allemagne vient d'annoncer son souhait d'abandonner le nucléaire, après la Suisse, après le Danemark aussi, je crois. Est-ce que la France n'a pas un atout à jouer dans ce domaine, de la production d'électricité et de l'exportation de l'électricité? Oui, à condition d'avoir de bons négociateurs au niveau national. Je m'explique. Nous avons une chance inespérée. Nous avons 80% d'autonomie aujourd'hui sur l'énergie. Alors, premier point, d'abord, sécuriser nos centrales, parce qu'il faut que les Français se sentent sécurisés. Le deuxième point, c'est cette capacité d'internationaliser nos activités et surtout là d'exporter. Écoutez, faisons comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Faisons monter les cours, ça nous permettra de réguler et d'être plus compétitifs avec les entreprises françaises dès l'instant où on vendra plus cher notre énergie. Puisqu'ils ne veulent pas prendre le risque, faisons payer ce risque. Mais vous pensez qu'il va y avoir un consensus politique en France pour maintenir la filière nucléaire? Les élections prochaines en décideront. Mais j'espère que nous n'allons pas, une fois de plus, être soumis au principe de précaution. Prenez le problème des OGM. Je ne suis pas un pro-OGM, j'ai fait des produits bio toute ma vie. Mais tout de même, est-ce que les OGM ont tué des gens aujourd'hui? Personne n'est capable de le prouver, ce n'est pas vrai. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'on est interdit d'OGM en France, sous la pression de Beauvais et de ses amis, mais on est quand même des judéo-chrétiens, on ferme les yeux comme ça. Pourquoi? Parce que tous les matins, il y a des bateaux qui arrivent chargés de produits OGM à Bordeaux, à Saint-Nazaire, à Marseille et au Havre, et qui alimentent nos animaux. Et vous consommez des OGM tous les jours sans le savoir dans la viande. Donc, est-ce que ce principe de précaution est applicable à tout le monde? Comment peut-on l'appliquer avec l'OMC? Et comment peut-on, dans la négociation mondiale, aller dire on ne va pas faire ça en France, mais on va le faire ailleurs? Le CO2, on a taxé les voitures françaises. Moi, je veux bien qu'on taxe, mais une condition, c'est qu'on taxe aussi tout au niveau européen. S'il n'y a pas une clause au niveau européen, prenez la taxe Tobin sur les opérations financières dans le monde. On ne peut pas implanter une taxe Tobin en France si elle n'est pas appliquée dans les autres pays européens et au niveau mondial. Et pourtant, ce serait une bonne chose. Je fais le calcul, avec 0,01% de taxation, on arriverait à récupérer, à rembourser notre dette, qui est de 1700 et quelques milliards aujourd'hui, sur 14 ans sans intérêt. Car ne nous y trompons pas, aujourd'hui,
Nous avons un endettement dans ce pays, là je raisonne aussi en chef d'entreprise, qui est à la limite du supportable. Donc quand je vois des propositions ou des promesses formulées au niveau de la prochaine élection, c'est suicidaire pour le pays. Pourquoi ? Alors, sur le problème de l'endettement, puis sur le problème de la fiscalité, dans quelle mesure la fiscalité française sur les entreprises est un handicap pour la compétitivité des entreprises ? Écoutez, quand on fait les comparaisons avec, là aussi, l'Allemagne, l'Italie, etc., on a la plus grande fiscalité, enfin le poids de la fiscalité le plus important, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, que ce soit à titre individuel. Aujourd'hui, j'ai participé à la réforme fiscale en tant que sénateur, quand on voit ces comparaisons, ça fait peur. Donc je ne vois pas où on peut prendre le substrat qui va permettre justement le remboursement de la dette. Je termine sur le remboursement de la dette. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu paye à peine, pas tout à fait même, semble-t-il aujourd'hui, l'intérêt de la dette. J'espère qu'on ne sera pas dénoté un jour, parce qu'alors là, ce serait la catastrophe. Alors le remboursement de la dette, justement, il va bien falloir retrouver des recettes fiscales pour rembourser cette dette. Donc ces recettes fiscales, soit sur l'entreprise, soit sur les ménages. Le seul moyen de la récupérer, la dette, je vais vous le dire, c'est de baisser le nombre de chômeurs dans ce pays, donc relancer la machine économique, faire plus de valeur ajoutée, et donc faire plus d'excédents de la balance commerciale. Mais là, il y a un petit peu d'urgence quand même. Il n'y a plus qu'urgence. Le temps de recréer ça. Faut-il que les gens s'aperçoivent que c'est en travaillant et en faisant du profit que l'on pourra rembourser. Sinon... Est-ce qu'on pourrait s'appuyer à la fois pour relocaliser les activités et rééquilibrer les comptes publics sur la TVA, sur une augmentation de la TVA qu'on appelait autrefois TVA sociale, et maintenant ça s'appelle la TVA anti-délocalisation. Est-ce que c'est un outil utile ? Oui, alors... Premier point. Les Allemands l'ont fait. Balayons le problème de la TVA anti-délocalisation. Prenons l'Allemagne, on s'aperçoit que les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, importent à peu près entre 40 et 50% des produits intermédiaires qui proviennent de Roumanie, de Turquie, etc. Mais ils ont des accords intelligents, c'est-à-dire que ces pays-là qu'ils font travailler, dont ils font travailler la main-d'œuvre, ils ont l'obligation d'acheter des produits finis. Ça change tout. Et ça, on ne sait pas faire. On n'est pas des commerçants dans ce pays. Sinon, ça se saurait. Donc là, premier point, voyons comment les choses sont faites. Alors, on nous dit, mais la TVA sociale, hein, c'est qui a été débattu lors des dernières élections. La TVA sociale, ça permettrait de taxer un petit peu plus les produits d'importation. Nous importons... Et donc de diminuer les importations. Exactement. Mais de diminuer la consommation. Et de diminuer aussi la consommation. Et le vrai problème, c'est quoi ? C'est qu'actuellement, c'est 2 ou 3% que l'on pourrait gratter. Le seul avantage, c'est que ces 3% taxeraient les produits d'importation, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et donc ce serait une rentrée supplémentaire. Mais attention aux problèmes de consommation. Ça voudrait dire remettre en cause le modèle de croissance français basé sur la consommation. Exactement. Mais qui pourrait permettre peut-être de rétablir l'industrie. Oui, je crois que l'allègement devra se faire. On ne peut pas courir un 100 mètres avec des opérateurs qui sont avec des chaussures de dernière nouveauté, et de l'autre côté, des gens qui courent, c'est le cas de la France, avec des poids de 3 kilos sous chaque chaussure. Il va bien falloir que les entreprises aient le moyen de se développer, de faire de la valeur ajoutée, de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Combien nous coûte aujourd'hui un chômeur ? Combien nous coûte une personne que nous assistons ? Eh bien là, il faut absolument se battre, et c'est pour moi l'élément, et je pense que la prochaine élection devrait se faire sur le développement économique et social du pays. Et sur la réindustrialisation peut-être. La réindustrialisation notamment. Eh bien, sur ces paroles, Alain Chatillon, je vous remercie. Merci beaucoup.